Coïncide avec la publication ce matin de l'estimation précoce des chiffres de la croissance du premier trimestre pour vous parler de l'économie, de la politique économique, pour vous indiquer également l'ensemble des chantiers sur lesquels l'équipe que j'ai l'honneur d'animer à Bercy travaille beaucoup. Vous le verrez dans un instant. C'est du reste ce que les Françaises et les Français attendent du ministre de l'Économie et des Finances. C'est une évidence, mais je pense qu'il est important de le rappeler par les temps qui courent. Alors, pour laisser le maximum de place à vos questions, je vais essayer de me contraindre pour une fois à un exposé assez court, de façon à ce qu'on ait des échanges juste après. D'abord, évidemment, je le dis, sur la politique économique, puis je vous ferai un petit point également sur l'énergie, et en particulier sur le dossier Suez-Gaz dans quelques instants. Alors d'abord, la situation économique de notre pays. Je le dis sans détour, comme annoncé, les résultats du premier trimestre de l'INSEE, qu'elle vient de publier ce matin, sont bons. La croissance de notre pays s'est nettement accélérée au premier trimestre, même si elle est un peu en deçà à 0,54% de croissance du produit intérieur brut, de ce que les conjoncturistes avaient pu envisager. Certains étaient à 0,6 voire 0,7. On va voir, en regardant la réalité de ces chiffres, qu'elle est excellente, et notamment que la demande intérieure et extérieure a été la plus forte à laquelle nous ayons assisté au cours du premier trimestre depuis le début de la décennie. Ce qui explique du reste, je reviendrai dans un instant, que les entreprises, pour faire face à cet afflux de demande, ont dû déstocker plus que d'habitude, ce qui explique, vous le verrez dans un instant, que nous sommes à 0,54, mais que les fondamentaux sont extrêmement puissants de notre croissance, qui s'installe donc clairement, comme indiqué, 0,54 fois 4, sur une tendance annuelle qui est précisément au milieu de la fourchette que j'avais indiquée et que j'ai retenue du reste pour construire le projet de loi de finances, c'est-à-dire entre 2 et 2,5%. Alors, je vous rappelle évidemment que c'est une première estimation. Comme toutes les estimations précoces, il est possible qu'elles évoluent dans les semaines qui viennent ou dans les mois qui viennent. Mais ce qui est important, encore une fois, c'est la tendance. Oui, la France a retrouvé une croissance. Nous l'indiquions depuis un certain temps. Ceci, maintenant, est illustré par les résultats. Alors, tout d'abord, un point sur la façon dont cette croissance s'est constituée au cours du premier trimestre. D'abord, je voudrais le rappeler, ce chiffre intègre une contribution très négative au déstockage. Vous savez qu'en fait, pour calculer et mesurer la croissance, on tient compte du déstockage qui ne rentre pas dans la croissance, le calcul de la croissance de la France. Les entreprises ont des stocks, et ce qui s'est passé au premier trimestre, c'est que la demande, tant intérieure des ménages, des consommations, qu'extérieure, du commerce extérieur, a été beaucoup plus forte que les entreprises ne l'avaient anticipé. Généralement, l'impact du déstockage sur la croissance est de l'ordre de 0, voire moins 0,2 maximum. Ce trimestre, il est de moins 0,7, c'est-à-dire un chiffre qu'on n'avait jamais vu depuis très longtemps. Ce qui est donc une très bonne nouvelle. Et je voudrais qu'on vous présente la diapositive dans un instant sur la façon dont la croissance est calculée. En fait, il y a le fait que cette croissance tient en compte évidemment les consommations intérieures, le commerce extérieur, et puis, évidemment, le déstockage, moins 0,7%. Si jamais on avait eu, je dirais, un trimestre normal en ce qui concerne le déstockage, on devrait être au moins sur une tendance de 1% de croissance du PIB au premier trimestre, c'est-à-dire un sous-jacent annualisé de 4%. Donc on voit que la vigueur avec laquelle l'économie est repartie est clairement indiquée dans les chiffres que l'INSEE publie ce matin. Alors, la composition de la croissance reflète également que le premier moteur de l'activité, c'est-à-dire la consommation des ménages, progresse très vivement, de plus 0,9%. Cette forte hausse du reste est parfaitement cohérente avec celle de la consommation des produits manufacturés,
plus 4,4% en rythme annualisé, et étend cette bonne orientation aux autres dépenses. En effet, la consommation des ménages s'affiche aujourd'hui sur des rythmes annuels extrêmement rapides de plus 3,6%. Second moteur, je l'ai indiqué il y a un instant, l'exportation, qui poursuit son très net redressement depuis l'été 2005, en affichant une nouvelle progression au cours du premier trimestre de plus de 3%, c'est-à-dire un rythme annualisé de progression de plus 12%, c'est-à-dire le meilleur résultat jamais atteint depuis le début de la décennie. Cela permet enfin au commerce extérieur d'apporter pour la première fois depuis longtemps une forte contribution, fortement positive du reste à la croissance, avec un plus 0,5% dû à notre commerce extérieur. Je note plus particulièrement que la croissance des exportations vers les 25 pays cibles connaît quant à elle, c'est-à-dire essentiellement les pays à fort potentiel, les pays asiatiques, les États-Unis aussi, l'Amérique latine, eh bien cette croissance de nos ventes dans ces pays cibles connaît une progression spectaculaire de plus 13,4% en valeur contre plus 6,3% au dernier trimestre 2005. L'investissement des entreprises a fléchi très légèrement au premier trimestre, après 2 très bons trimestres au cours du second semestre 2005. Mais d'une part, ceci semble essentiellement lié au fort recul de l'investissement dans l'automobile. On en avait déjà parlé. La bonne nouvelle, c'est qu'au mois de mars, c'est reparti assez vivement dans le secteur automobile. D'autre part, l'enquête de l'INSEE sur les investissements publiée mercredi dernier, et comme vous le savez, vous avez pu en prendre connaissance, très favorable, puisque les industriels anticipent une progression de 5% de leurs investissements pour cette année, c'est-à-dire, là encore, le meilleur chiffre depuis 2000. Enfin, dernier commentaire sur ce chiffre qui vient de sortir, il faut bien comprendre qu'il fait ressortir assez clairement que les demandes des ménages et de nos partenaires commerciaux ont, je l'ai dit, surpris clairement tout le monde par leur vigueur. Nos entreprises, bien entendu, qui ont déstocké, je l'ai dit, assez massivement. C'est une très bonne nouvelle aussi, si je me projette sur ce qui se passe au deuxième, troisième et quatrième trimestre 2006, car évidemment, les entreprises vont devoir reconstituer leur stock de façon à pouvoir faire face à cette demande qui devrait se poursuivre de façon très vigoureuse, tant en ce qui concerne la demande intérieure qu'en ce qui concerne l'accroissement de notre commerce extérieur. Vous avez ici, sur cette diapositive, la façon, on a voulu le simplifier pour la première fois, dont l'indicateur de croissance de la France est construit. Vous voyez que lorsque l'on dit, en fait, 0,54% d'augmentation du produit intérieur brut, ceci se traduit par 4 catégories qu'il faut prendre en compte. D'abord, en haut, à gauche, la consommation. Donc la contribution à la croissance à la consommation au premier trimestre a été de plus 0,5%. Le commerce extérieur, je l'ai dit, sa contribution a été de plus 0,5%. Et puis, les consommations publiques, sa contribution a été de plus 0,1%. Donc vous voyez que l'activité réelle de la France, c'est ce que je disais tout à l'heure, a été de plus 1,1%, c'est-à-dire un rythme annualisé de plus de 4% de croissance au premier trimestre. Et ensuite, on soustrait évidemment les stocks des entreprises qu'elles vont mettre sur le marché. Généralement, le poids dans la constitution de la croissance est de l'ordre de soit il est nul, soit il est au maximum de moins 0,2. Ce trimestre, il a été de moins 0,7. Et en additionnant ces 4 composantes, vous retrouvez le 0,54. Ce qui est très important, c'est pour ça que j'insiste et que j'ai voulu avoir un diagramme ce matin spécifiquement pour montrer qu'on n'avait jamais vu un tel effet de déstockage, qui est la nécessité que nos entreprises ont eue de répondre très rapidement à une demande qui n'avait pas été anticipée, avec donc un sous-jacent d'une croissance aujourd'hui en France qui est très vigoureusement ancrée dans les 2 à 2,5, voire peut-être même au-delà. Alors les autres indicateurs qui ont contribué à ce résultat confirment du reste assez largement notre optimisme pour le second trimestre. D'abord évidemment, et c'est toute la politique du gouvernement de Dominique de Villepin, la situation de l'emploi qui ne cesse de s'améliorer, même si on sait qu'on a encore beaucoup d'efforts à faire. Je rappelle quelques chiffres, évidemment, tout le monde les connaît. Nous sommes désormais à 9,5%. Alors, les estimations qui proviennent de mon ministère nous laissent anticiper que, bien entendu, ces chiffres vont continuer à baisser.
On devrait, en toute vraisemblance, franchir la barre des 9% de taux de chômage avant la fin de l'année, et nous estimons que d'ici un an, on devrait être aux alentours de 8,7% de taux de chômage si la tendance se poursuit, et nous n'avons pas d'indication pour nous dire qu'elle ne va pas se poursuivre, voire même s'accélérer. On en veut pour cause, du reste, les résultats de nombreuses créations d'emplois, à la fois dans le secteur marchand, avec plus de 20 000 créations d'emplois dans le secteur marchand au cours du premier trimestre. J'ajoute, parce que c'est une question qui m'est souvent posée, que ces 20 000 créations d'emplois dans le secteur marchand, vous le savez parce qu'on en a bien souvent parlé ensemble, ne concernent pas les créations d'emplois dans les petites ou très petites entreprises de moins de 10 salariés. On a un peu de retard pour les mesurer, on l'aura ça d'ici un peu plus d'un mois, et évidemment, le nombre d'emplois marchands créés aujourd'hui dans le secteur de l'économie française est très significativement focalisé sur les très petites entreprises, comme vous le savez. Donc on aura évidemment une revue à la hausse, c'est ce qu'on anticipe en tout cas, de la création réelle du nombre d'emplois marchands au cours du premier trimestre, en additionnant, ce qui est tout à fait normal évidemment, les créations dans les très petites entreprises. Alors cette bonne nouvelle vient du reste après la révision à la hausse des créations d'emplois marchands au quatrième trimestre. Je rappelle, plus de 30 000 contre plus de 20 000 qui étaient estimés précédemment. Enfin, les enquêtes disponibles pointent vers une poursuite, voire une accélération de cette dynamique au second trimestre. D'abord, les enquêtes dans l'industrie, notamment en ce qui concerne l'INSEE ou la Banque de France, qui sont au plus haut depuis 5 ans, et puis les enquêtes dans les autres secteurs, services et construction, qui est extrêmement dynamique en France, dans notre pays maintenant, au premier trimestre, nettement au-dessus de leur moyenne de long terme, notamment sur l'indicateur des perspectives. Enfin, un mot sur l'inflation, qui reste très bien contenue, plus 1,7% en avril sur un an, malgré évidemment la hausse des prix du pétrole, j'y reviendrai dans un instant, contrairement à ce que certains commentateurs ont pu écrire récemment, je ne vois pas d'effet de second tour dans les chiffres de l'inflation. L'inflation sous-jacente, c'est-à-dire l'inflation hors prix volatiles, en particulier les prix du pétrole, elle reste très faible, à plus 1,2%. Et pour ce qui est de l'ensemble de la zone euro, mon diagnostic est similaire. La hausse du sous-jacent, à plus 1,6%, s'explique essentiellement par des effets de calendrier, notamment liés aux vacances de Pâques. Comme vous le voyez, la phase de reprise conjoncturelle qu'a connue l'économie française au second semestre de l'an dernier est désormais derrière nous. Nous sommes maintenant rentrés dans une nouvelle phase, la phase d'une croissance solidement installée dans la fourchette qu'a retenue le gouvernement pour bâtir le projet de loi de finances, c'est-à-dire entre 2 et 2,5%, avec de très bons signes que celle-ci va se poursuivre évidemment au-delà. Et je note par ailleurs avec satisfaction que le consensus des économistes vient de se rallier à cette fourchette, comme quoi cette fourchette ne devait pas être si irréaliste que cela. Alors j'en viens maintenant au second point que je voulais évoquer avec vous ce matin, mesdames et messieurs. Le désendettement. Vous le savez, j'ai fait du désendettement de notre pays un axe majeur de ma politique économique, car je considère que le retour à la confiance, élément indispensable à l'établissement d'une croissance durable, passe par le désendettement de notre pays. Toutes les actions que je mène depuis maintenant 15 mois, à la tête des équipes qui m'entourent à Bercy, est focalisée vers cet effort. Dans un mois, le gouvernement présentera, lors du débat d'orientation budgétaire, les voies et moyens permettant d'atteindre les objectifs de désendettement que nous avons fixés en janvier, c'est-à-dire, je le répète, revenir à l'équilibre des comptes, et c'est-à-dire à un déficit zéro pour la France, et sous la barre des 60% d'ici à 2010. C'est la prochaine étape d'une action que j'assume, que je revendique même pleinement depuis mon arrivée à Bercy, car l'État, comme tous les ménages des Français, et les Français le comprennent, lorsqu'il estime qu'il est trop endetté, parce que les ménages, ça arrive dans les familles, estiment à un moment donné qu'on est trop endetté, eh bien les Français le savent, il n'y a que 3 solutions
Et 3 seulement. D'abord, il faut essayer de réduire un peu son train de vie, sans affecter pour autant eh bien, la façon de vivre ensemble et puis nos perspectives pour l'avenir. Il faut vendre des actifs non stratégiques. Si on a des éléments qui ne servent pas, il faut les vendre de façon à se désendetter plus vite. Et puis, on le sait, il faut essayer de trouver le moyen pour faire rentrer plus de revenus dans les ménages et bien souvent, ça veut dire aussi travailler plus, avoir aussi plus d'emplois, et c'est le plan de cohésion sociale pour la France. Eh bien, ce que les Français comprennent, pour eux, la France doit se l'appliquer. Et c'est précisément ce que j'ai proposé au Premier ministre pour notre pays. À savoir, dans une situation où nous avons constitué au cours des années passées un endettement dont j'estime qu'il est trop important pour notre pays, eh bien, 3 solutions, et 3 seulement, mais à appliquer. D'abord, faire en sorte que l'on baisse un peu le train de vie, notre train de vie collectif, le train de vie de l'État, entre autres. Et c'est notamment ce que nous faisons avec Jean-François Copé pour la réforme de l'État, les audits, trouver des moyens pour faire mieux avec moins. Deuxièmement, vendre des actifs non stratégiques. Et puis, troisièmement, eh bien, faire en sorte que la croissance potentielle de la France augmente, avec notamment toutes les actions économiques que nous avons engagées, sur lesquelles je vais revenir dans un instant. Et puis j'ajoute évidemment un élément fondamental, contrôler donc davantage, en ce qui concerne la gestion de nos coûts, les dépenses publiques. Vous vous le souvenez, l'année dernière, j'avais pris un engagement devant vous, à peu près à la même période. C'était de ramener le déficit de nos comptes publics à 3%. Je rappelle qu'on était à 3,7% en 2004. C'est un effort énorme. Je dois le dire, personne ne pensait que l'on pourrait le faire. Les plus optimistes estimaient qu'on arriverait aux alentours de moins 3,4% de déficit. J'avais estimé que c'était inacceptable, car c'était là un engagement que la France avait pris et qu'il fallait le tenir. Cet engagement qui a été pris, eh bien nous l'avons tenu, puisque finalement le déficit de la France a été ramené, comme vous le savez, pour 2005, non pas à 3%, comme je m'étais engagé, mais à moins 2,88%. Et je tiens ici publiquement à rendre hommage à l'ensemble des équipes qui m'entourent à Bercy, l'ensemble des ministres délégués qui travaillent autour de moi, l'ensemble des directeurs qui sont ici présents, et puis bien entendu de tous nos personnels, parce que c'est ce travail collectif, ce travail d'équipe, qui montre que lorsque l'on s'est tous réunis vers un cap, eh bien on peut le tenir, il n'y a pas de fatalité. En ce qui concerne les cessions d'actifs non stratégiques, qui est dorénavant une politique délibérée et réfléchie d'aide au désendettement. Je rappelle que l'an dernier et cette année, ce sont plus de 15 milliards d'euros de recettes de cession qui seront affectées au désendettement direct de la France. Enfin, les recettes de cession ne servent pas uniquement au désendettement, elles servent aussi à préparer l'avenir. Et l'avenir, on le sait, c'est l'innovation, la recherche, les infrastructures. Et c'est dans cet esprit que nous avons doté l'Agence nationale pour la recherche, l'Agence nationale pour l'innovation industrielle, l'AFIT également, de façon à faire en sorte que nous ayons des moyens importants pour préparer cette économie qui vient. Mais également, ça sert aussi à recapitaliser les entreprises publiques pour leur permettre de mieux se développer. Ça a été le cas du GIAT, de la RATP, de la SNCF, de la SNCM, de Bull. Et ce sont autant d'économies budgétaires, pour l'État évidemment, à venir. C'est bien le relèvement de notre croissance qui doit nous permettre de dégager des ressources nécessaires pour financer les dépenses publiques supplémentaires inéluctables, et notamment celles qui sont liées au vieillissement, aux besoins de couverture sociale et aux investissements. C'est bien également l'ambition du plan d'urgence pour l'emploi, avec la création du CNE. 500 000 ou près de 500 000 contrats ont été signés à ce jour, mais aussi, je tiens à le rappeler, de la plus importante réforme fiscale des 25 dernières années, qui a été bâtie avec Jean-François Copé et que nous avons fait adopter au Parlement. Celle-ci soutiendra fortement la croissance en mobilisant les énergies au travail, en améliorant l'attractivité de notre territoire, mais aussi en orientant l'épargne vers les investissements les plus productifs. Ceci dit, il n'y a pas une seconde à perdre.
J'ai souhaité, comme vous le savez, dès que j'ai pris mes fonctions, y voir clair sur la situation de la dette en France. Je pressentais, comme beaucoup de nos compatriotes, que progressivement, peut-être sans s'en rendre compte, sans en tout cas qu'il y ait de véritables débats avec l'opinion, notre pays s'était endetté pour finalement, pour la première fois dans notre histoire, briser les solidarités intergénérationnelles entre les générations actuelles et celles à venir, faire supporter désormais des charges trop importantes sur nos enfants ou nos petits-enfants pour favoriser notre bien-être, ou ce que l'on essaie de construire comme étant notre bien-être. J'ai tout simplement estimé que ceci était inacceptable. C'est dans cet esprit que j'ai proposé à Michel Peybraud de constituer une commission indépendante pour y voir clair sur cet endettement de notre pays. Il a fait un travail remarquable et je tiens à lui rendre hommage, ainsi qu'à sa commission. Ses résultats m'ont été communiqués le 18 décembre, mais sans attendre. J'avais déjà indiqué que je ferais tout, nous ferions tout, pour stabiliser cet endettement dès 2006. Le 11 janvier, nous nous sommes réunis dans le cadre d'une conférence des finances publiques autour du Premier ministre, ici à Bercy, pour annoncer que c'était possible, à partir du moment où le problème était posé, il était possible de le régler. Et c'est avec l'ensemble des acteurs de la dépense publique que nous avons débattu d'un plan de réduction à 5 ans de cette dette pour repasser sous la barre des 60%. Vous vous en souvenez, c'est dans cet esprit que j'ai proposé un objectif plus ambitieux, non pas pour 2007, mais pour 2006, en avril, lorsque j'ai indiqué que je souhaitais nous engager tous collectivement, ici à Bercy, avec les directeurs qui m'entourent, à faire en sorte que la dette de la France, en fait, ne se stabilise pas en 2006, mais commence à se réduire de 0,3% point de PIB. Mais je n'étais pas satisfait de cela, car je pense qu'il n'y a pas une seconde à perdre. Aussi, ce matin, je vous annonce que, pour la première fois dans l'histoire économique de notre pays, je prends un engagement, et cet engagement est pris avec l'ensemble des directeurs de mon ministère qui m'entourent, c'est celui d'accélérer très significativement le désendettement de notre pays, non pas en 2007, mais dès 2006. Nous avons beaucoup travaillé au cours des 3 derniers mois avec toutes mes équipes. Nous sommes en mesure d'annoncer que cet engagement que nous prenons devant vous consistera à réduire, pour la première fois, l'endettement de la France d'au moins 2 points de PIB dès 2006. Je dis bien 2 points de PIB dès 2006. C'est un objectif ambitieux, mais de même que celui que nous avions pris l'année dernière de repasser sous la barre des 3% de déficit était vu comme impossible, je sais que nous le tiendrons, car toutes les équipes qui m'entourent sont clairement désormais mobilisées sur cet objectif. Alors comment y arriver? D'abord, évidemment, par une exécution budgétaire 2006, je vois que des regards m'interrogent, je parle bien de dès 2006, pas 2007. C'est-à-dire ce que nous allons faire sur les 8 mois qui nous conduisent à la fin de l'année. D'abord, donc, je le redis, une exécution budgétaire 2006 tenue de manière rigoureuse, à l'euro près, comme je l'ai fait avec Jean-François Copé l'année dernière. Eh bien, nous continuerons. Nous avons, vous le savez, mis en réserve du reste cette année 6 milliards d'euros dès le début de l'année. Au terme de la LOLF, ils permettront de faire face aux impondérables sans pour autant dépenser un seul euro de plus que l'autorisation parlementaire. Ensuite, je vous annonce que, comme nous étions engagés l'été dernier, nous affecterons 100% des surplus de recettes à la baisse du déficit, c'est-à-dire au désendettement. Je le dis d'autant plus volontiers que les premiers chiffres d'exécution de la situation mensuelle budgétaire de mars laissent envisager des recettes excédentaires. Par ailleurs, les recettes de cession d'actifs seront prioritairement affectées au désendettement. Comme je l'avais annoncé il y a plusieurs mois, le produit des cessions de concessions autoroutières va nous permettre de racheter 10 milliards d'euros de dettes.
L'agence France Trésor, qui est l'organisme qui gère la dette française, et qui dépend de mon ministère, évidemment, procédera dès la semaine prochaine à un premier achat de valeurs du Trésor. Mes équipes ont préparé cette opération importante hier soir, du reste, avec les spécialistes en valeurs du Trésor sélectionnés, et conformément aux orientations qu'il a prises lors de la Conférence nationale des finances publiques en janvier, je proposerai par ailleurs au Premier ministre d'affecter les recettes liées à la vente des titres Alstom et bientôt Aéroport de Paris, c'est-à-dire plus de 2 milliards d'euros au total, également au désendettement direct de la France dès 2006. Enfin, j'ai décidé de modifier sensiblement l'orientation du pilotage de la trésorerie de l'État selon un principe très simple. Pas un euro d'endettement de plus que le strict nécessaire pour faire face à la gestion courante. De même que j'ai voulu gérer l'argent des Français en limitant le déficit public, je me dois aussi de gérer l'endettement des Français collectivement. Pas un euro de plus nécessaire. Par exemple, comme je vous l'avais indiqué, les bonnes surprises de recettes de fin d'exécution budgétaire 2005 avaient augmenté la trésorerie gérée par l'agence France Trésor de plus de 40 milliards d'euros, relevant artificiellement le niveau de la dette française au sens maastrichtien du terme, sans que nos outils actuels nous permettent de réagir suffisamment rapidement. Par conséquent, j'ai décidé 3 mesures fortes d'adaptation de ces outils. Tout d'abord, je vais demander à l'ensemble des administrations et établissements dont la trésorerie converge chaque jour vers l'agence France Trésor d'améliorer elles aussi, sensiblement, les remontées d'informations à l'AFT pour qu'on ait une coordination de l'ensemble de la gestion de la dette française, directement gérée par Bercy, mais aussi par les organismes extérieurs à Bercy, et que nous devons, encore une fois, agréger pour calculer, année après année, la dette des Français. Ainsi, le trésorier de l'État pourra mieux anticiper les besoins de trésorerie et les recettes. De ce fait, l'agence pourra diminuer le matelas de trésorerie dont elle dispose en atténuant d'autant la dette au sens maastrichtien du terme. C'est un effet très concret de la réforme de l'État que j'applique à Bercy avec mes équipes. Naturellement, cela ne doit pas nuire en aucune façon à la capacité de l'agence de disposer de la trésorerie dont l'État a besoin. Je lui ai donc demandé de se doter des nouveaux outils nécessaires pour gérer les tensions ponctuelles de liquidité qui pourraient ainsi apparaître. J'ai ainsi autorisé l'agence France Trésor à créer très prochainement une nouvelle valeur du Trésor à très court terme, sur le modèle du reste des valeurs dont dispose, par exemple, le Trésor américain. Le directeur général me fera des propositions détaillées en ce sens d'ici la fin du mois. Enfin, la dette publique au sens maastrichtien, je l'ai rappelé il y a un instant, ce n'est pas uniquement la dette de l'État. C'est la dette des organismes en dehors de l'administration publique, c'est aussi la dette des organisations de santé, de tous les acteurs publics en fait, organismes sociaux, collectivités locales, sans oublier des structures comme par exemple la CADES, le Fonds de réserve des retraites. C'est l'ensemble de ces organismes qui contribuent à la dette française et qu'il faut là aussi faire rentrer dans une dynamique plus vertueuse. Pour cela, nous avons engagé un dialogue très nourri avec l'ensemble des partenaires dans cet esprit et dans l'esprit plus généralement de la Conférence nationale des finances publiques. Nous mettons désormais en œuvre l'ensemble des moyens pour agir concrètement et optimiser l'ensemble de la dette ou des composantes de la dette française en dehors des seuls éléments que nous gérions ici jusqu'à présent à Bercy. J'en viens désormais rapidement aux questions énergétiques, même si j'aurai l'occasion d'en reparler dans quelques jours, et je vous en dirai un mot. Vous le savez bien, la question de l'après-pétrole est une préoccupation majeure du gouvernement, mais aussi désormais de l'ensemble de nos concitoyens. Je pars du reste avec le directeur de l'énergie et des matières premières qui est quelque part ici. Je pars avec lui, il est là, tout à l'heure, une nouvelle fois, M. Maillard, en Arabie Saoudite, où nous allons à nouveau rencontrer nos homologues pour poursuivre le mandat que j'ai reçu de la part
du G7, afin de faire en sorte que l'offre et la demande rencontrent une meilleure adéquation et que ceci pèse évidemment sur la baisse des cours du prix du baril, dont on sait qu'elle est en grande partie aujourd'hui spéculative. Je vous donne donc un rendez-vous à mon retour, et du reste, je crois que j'ai un rendez-vous qui avait été prévu lundi matin avec un certain nombre de journalistes économiques dans un autre cadre, et je serai à votre disposition à ce moment-là pour vous parler beaucoup plus longuement de toute la politique énergétique que je mène avec François Loos au nom du gouvernement, dans évidemment l'intérêt de nos compatriotes, qui est très large, on le verra, pas uniquement en ce qui concerne le pétrole, mais également beaucoup d'autres énergies. On sait bien qu'il n'y a pas ici une seule solution à apporter. L'ère de l'après-pétrole est désormais l'ère dans laquelle nous vivons. Il faut donc nous y préparer vigoureusement. La France dispose d'atouts considérables. Il convient, conformément aux vœux du Président de la République, de les mettre en exergue très vite et de maintenir, non seulement de maintenir, mais d'accélérer, d'amplifier cet avantage réel que nous avons désormais par rapport à l'ensemble des autres pays de l'OCDE, non producteurs de pétrole, comme c'est notre cas. Je me contenterai donc, si vous le voulez bien aujourd'hui, de faire uniquement un point sur le dossier Gaz de France-Suez, porteur de croissance et d'emploi, dans un contexte où les acteurs majeurs de l'énergie de demain sont en train de se constituer, et on le sait, sous l'effet d'une accélération des concentrations auxquelles nous assistons de façon désormais inéluctable dans ce secteur. Alors, une concertation approfondie a été mise en place avec les organisations syndicales au terme de plus de 30 réunions, je dis bien 30 réunions, qui ont eu lieu en très grande partie du reste ici à Bercy. Nous avons rédigé des réponses écrites à 71 grandes questions qu'ils se posaient et que nous avons donc pris en compte. Ces réponses sont désormais achevées et elles vont leur être adressées dans les jours qui viennent. Cette concertation va évidemment se poursuivre, en particulier autour du projet de loi que nous soumettrons bientôt au Parlement. Nous nous mettons en position pour que le Parlement puisse saisir le premier créneau disponible à cet effet. Alors, ce projet de loi rendra possible la fusion de Suez et de Gaz de France. Le Conseil d'État, du reste, je vous l'annonce, a confirmé le 11 mai la compatibilité du projet de fusion avec le préambule de la Constitution de 1946. Ce projet de loi assurera la mise en place d'un contrôle de l'État sur le nouveau groupe par le moyen notamment d'une action spécifique en vue de garantir la pérennité du service public en France, mais aussi, bien sûr, la sécurité de l'approvisionnement énergétique de notre pays. C'est un élément décisif, évidemment, du débat parlementaire. Je rappelle que l'État aura bien évidemment, comme il l'a toujours dit, plus d'un tiers du capital dans le futur groupe. Ce projet de loi permettra enfin de défendre les intérêts des consommateurs, tout en respectant nos engagements européens en matière d'ouverture complète du marché de l'énergie au 1er juillet 2007. La possibilité sera ainsi offerte aux Françaises et aux Français qui le souhaitent de conserver l'accès aux tarifs administrés du gaz et de l'électricité. La loi permettra également à ceux qui souhaitent changer de fournisseur de le faire. Le projet soumis au Parlement tiendra compte de la concertation très profonde qui a été mise en place pour le projet Suez Gaz, ainsi que des conclusions du travail de concertation que nous avons confié avec François Loos à Jean-Claude Lenoir, président du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je souhaitais vous dire ce matin. Je suis maintenant disposé à répondre à vos questions. Je vous remercie. Oui, bonjour Monsieur le Ministre. Voilà, vous venez de suivre la 6e conférence de presse du ministre de l'Économie et des Finances, Thierry Breton. La France a retrouvé une croissance, les chiffres